Derrière le rire, une vie de combat. Quand on prononce le nom de Louis de Funès, un sourire surgit presque automatiquement. Pour des millions de spectateurs, il incarne la colère burlesque, l'autorité ridiculisée, l'homme pressé par le monde et par lui-même. Pourtant, derrière ce rire collectif se cache une existence bien plus grave, parfois douloureuse, faite d'humiliations silencieuses, d'échecs répétés, d'un sentiment d'injustice tenace et d'un combat intérieur constant. Une naissance marquée par l'exil et l'incertitude. Louis Germain David de Funès de Galarza naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans la banlieue parisienne. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonore Soto Reguera, sont des immigrés espagnols issus de la bourgeoisie andalouse. Leur départ d'Espagne n'est pas un choix anodin. Ils fuient des tensions familiales, politiques et sociales et arrivent en France avec un mélange d'espoir et de déclassement. Cette situation d'exil marque profondément le jeune Louis. À la maison, on parle espagnol, on cultive une nostalgie permanente du pays quitté et on vit dans une forme de frustration sociale. Le père, ancien avocat, peine à se réinventer. La mère, femme cultivée et autoritaire, projette sur son fils des attentes élevées mais contradictoires. Louis grandit dans un climat affectif instable où l'amour existe mais se manifeste par la pression, la critique et l'exigence. Très tôt, il développe un sentiment de décalage. Il n'est de ni totalement français, ni réellement espagnol. Il observe, imite, caricature. Déjà, il transforme le monde en théâtre pour mieux le supporter. L'école, humiliation, solitude et première colère. L'enfance scolaire de Louis est tout sauf heureuse. Élève dissipé, indiscipliné, incapable de se conformer aux règles rigides de l'enseignement de l'époque, il accumule les renvois. Il est souvent décrit comme insolent, rêveur, incontrôlable. Les professeurs ne voient en lui qu'un élément perturbateur, incapable de réussir. Mais ce que l'on interprète comme de l'insolence est en réalité une hypersensibilité extrême. Louis souffre du regard des autres. Il se sent petit, insignifiant, moqué. Pour se défendre, il attaque. Ses futures colères à l'écran prennent racine ici, dans cette nécessité de se protéger par l'excès. À l'école, il dessine sans cesse, imite ses professeurs, fait rire ses camarades. Le rire devient une arme, mais aussi un refuge. Pourtant, personne ne l'encourage réellement. On lui répète qu'il ne fera jamais rien de sérieux de sa vie. À 16 ans, il quitte définitivement le système scolaire, sans diplôme, sans perspective claire. C'est une blessure profonde qu'il portera toujours, celle d'avoir été jugé incapable avant même d'avoir eu sa chance. Les années d'errance, métiers ratés et rêves étouffés, les années 1930 sont celles de l'errance. Louis enchaîne les petits métiers. Livreur, dessinateur industriel, retoucheur photo, décorateur, comptable maladroit, vendeur mal à l'aise. Partout, le même schéma se répète. Il commence avec enthousiasme, se heurte à l'autorité, s'emporte, est renvoyé. Il ne supporte ni la hiérarchie, ni l'injustice, ni l'ennui. Chaque licenciement est vécu comme une humiliation supplémentaire. C'est à cette époque qu'il découvre véritablement la musique, et plus précisément le piano. Autodidacte, il développe un talent certain pour le jazz. La musique devient un exutoire, un espace de liberté. Il joue dans des bars, des cabarets, parfois jusqu'à l'aube. Sur scène, pour la première fois, il existe sans être jugé. Mais là encore, la reconnaissance est fragile. Il gagne peu, vit modestement, doute constamment de lui-même. Il se marie une première fois, mais ce mariage se solde par un échec rapide. La sensation d'être raté s'installe durablement. La guerre, survie discrète et maturation intérieure. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant silencieux. Louis est mobilisé brièvement, puis réformé. Il traverse la guerre sans faits héroïques, mais avec une angoisse permanente. Il continue à jouer du piano pour survivre, observe la nature humaine dans ce qu'elle a de plus cruel et de plus absurde. Cette période renforce son regard acéré sur les rapports de pouvoir, la bêtise humaine, l'arbitraire de l'autorité. Tout ce qui fera plus tard la force de ces personnages, policiers tyranniques, patrons hystériques, chefs ridicules, se forge dans ces années sombres. Il rencontre Jeanne Barthélemy, qui deviendra sa seconde épouse et le soutien le plus solide de sa vie. Elle croit en lui, quand presque plus personne n'y croit. Cette relation sera déterminante, même si elle ne le libérera jamais totalement de ses démons. Les débuts au théâtre, l'ombre avant la lumière. Après la guerre, Louis s'inscrit au Cours Simon, une décision tardive, presque désespérée. Il a déjà plus de 30 ans, un âge où beaucoup d'acteurs ont déjà une carrière. Là encore, il détonne, trop nerveux, trop expressif, trop excessif. On le juge inclassable. Il commence pourtant à obtenir de petits rôles au théâtre, puis au cinéma, souvent non crédités. Il joue des domestiques, des passants, des personnages secondaires sans importance. Chaque apparition est une lutte. Il veut exister, marqué, mais on lui demande de rester discret. Ces années sont parmi les plus frustrantes de sa vie. Il travaille énormément, mais reste invisible.
Le succès semble réservé aux autres. Il doute, s'épuise, somatise déjà. Les premières alertes cardiaques apparaissent, discrètes, ignorées. 1957, l'aube fragile d'une reconnaissance tardive. À l'approche de la quarantaine, Louis de Funès est fatigué, amer, mais toujours habité par une rage créatrice intacte. Il a compris une chose essentielle. S'il doit réussir, ce sera en étant totalement lui-même, sans compromis. En 1957, quelques rôles plus marqués attirent enfin l'attention. Sa gestuelle, son regard, son sens du rythme comique ne ressemblent à rien de connu. Certains réalisateurs commencent à comprendre qu'ils tiennent là un phénomène encore brut, encore instable, mais unique. Pourtant, à ce stade, rien n'est gagné. La célébrité n'est pas encore là. Le public ne connaît pas son nom. Et lui, intérieurement, reste cet enfant humilié, ce jeune homme rejeté, convaincu que le succès peut s'effondrer à tout instant. Le rire comme revanche, Louis de Funès n'est pas né comique par légèreté, mais par nécessité. Chaque éclat de rire qu'il offrira plus tard au monde sera le fruit d'une longue accumulation de blessures, de frustrations et de colère contenue. Avant d'être une icône, il fut un homme invisible. Avant d'être adoré, il fut rejeté. Et avant de faire rire des générations entières, il a surtout appris à survivre. Quand le monde découvre enfin un volcan, à la fin des années 1950, un phénomène inattendu secoue le cinéma français. Un acteur longtemps ignoré, jugé trop excessif, trop nerveux, trop incontrôlable, s'impose soudain comme une évidence. Louis de Funès, à plus de 40 ans, accède enfin à la reconnaissance. Mais cette ascension tardive n'est pas une renaissance paisible, c'est une éruption. La gloire arrive brutalement, sans préparation psychologique, et va transformer sa vie en une course effrénée, contre le temps, contre son corps, contre lui-même. La révélation tardive, un style qui dérange puis fascine. Le succès de Louis de Funès ne repose pas sur un rôle unique, mais sur une accumulation progressive d'apparitions de plus en plus marquantes. Contrairement au jeune premier, il n'a ni la beauté classique ni la séduction tranquille. Sa force est ailleurs, dans l'excès, la rupture, la violence comique. Son jeu est physique, presque animal. Il tord son visage, accélère ses gestes, explose en crise de nerfs incontrôlables. Là où le cinéma français privilégiait jusque-là une comédie de mots, il impose une comédie du corps, héritée à la fois du burlesque muet et de son propre vécu intérieur. Les producteurs hésitent. Certains trouvent son style génial, d'autres le jugent insupportable. Mais le public, lui, reconnaît immédiatement quelque chose de vrai. La rage du petit contre les puissants, l'hypocrisie sociale mise à nu, la violence absurde de l'autorité ridiculisée. Louis de Funès ne joue pas des personnages aimables. Il incarne des hommes autoritaires, mesquins, colériques, parfois odieux. Et pourtant, on rit, parce que ces personnages sont humains, trop humains. L'explosion populaire, du second rôle à l'icône nationale. Le basculement définitif s'opère au début des années 1960. Film après film, Louis de Funès devient incontournable. Son nom commence à apparaître en haut de l'affiche. Les salles se remplissent. Le public vient pour lui. Des œuvres comme Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Cornio ou La Grande Vadrouille marquent une génération entière. Il devient le visage du rire français, exporté bien au-delà des frontières. Mais cette reconnaissance massive cache une réalité plus sombre. Louis de Funès travaille sans relâche. Il accepte trop de films, enchaîne les tournages, refuse rarement un projet. Il a peur que le succès lui échappe, peur de retomber dans l'oubli, peur de perdre enfin ce qu'il a mis 40 ans à obtenir. Cette peur est le moteur de sa démesure. Le perfectionnisme obsessionnel, un tyran malgré lui, sur les plateaux, Louis de Funès devient une figure redoutée. Exigeant jusqu'à l'obsession, il répète sans cesse, corrige chaque geste, chaque intonation, il veut tout contrôler, non par arrogance mais par angoisse. Il sait que son comique repose sur une mécanique précise. Un mouvement raté, une seconde de trop, et l'effet s'effondre. Cette conscience aiguë de la fragilité du rire le rend nerveux, parfois injuste avec ses partenaires. Certains acteurs le décrivent comme difficile, autoritaire, épuisant. D'autres reconnaissent son génie et sa générosité cachée, mais tous s'accordent sur un point. Louis de Funès ne joue jamais à moitié. Il se donne entièrement au point de s'y perdre. Il travaille son corps comme un instrument, sans jamais l'écouter. Les signaux d'alerte sont pourtant là. Fatigue chronique, crise d'angoisse, douleur thoracique, mais il refuse de ralentir. Le paradoxe de la célébrité, adulé mais solitaire. Alors que le public l'adore, Louis de Funès reste un homme profondément solitaire. Il fuit les mondanités, déteste les interviews, se méfie de la presse. Il doute constamment de l'amour qu'on lui porte. Dans l'intimité, il est discret, presque timide. Il trouve refuge dans la nature, les fleurs, le jardinage, loin du bruit. Ces moments de calme sont essentiels à son équilibre, mais de plus en plus rares. La célébrité, loin de le rassurer, renforce ses peurs. Peur du ridicule, peur de l'échec, peur de ne plus être drôle.
Il vit dans une tension permanente entre l'image publique du clown hystérique et l'homme privé, anxieux et introverti. Le corps qui lâche, premiers avertissements cardiaques. Au milieu des années 1970, l'organisme de Louis de Funès commence à payer le prix de cette vie sous pression. Les médecins l'alertent. Son cœur est fragile. Le stress, la fatigue, le rythme effréné sont incompatibles avec sa santé. Mais arrêter, pour lui, c'est mourir symboliquement. Le travail est devenu sa raison d'être. Il continue, parfois contre l'avis médical, convaincu qu'il ne sait exister que sur scène ou devant une caméra. Chaque film est désormais une épreuve physique. Derrière les grimaces et les explosions de colère comique, il y a un homme qui lutte pour respirer, pour tenir debout, pour rester vivant. L'apogée fragile, le sommet avant la chute. Paradoxalement, c'est au moment où il est au sommet de sa gloire que Louis de Funès est le plus vulnérable. Il est reconnu comme l'un des plus grands acteurs comiques de l'histoire du cinéma français. Les records d'entrée s'enchaînent. Le public lui est fidèle, mais intérieurement, il est épuisé. La machine qu'il a construite est devenue incontrôlable. Le rire, autrefois refuge, est désormais une obligation. Il ne joue plus seulement pour le plaisir, mais pour répondre à une attente immense. Le succès n'a pas guéri ses blessures d'enfance. Il les a seulement rendues plus silencieuses. Le triomphe au bord de l'abîme. La gloire n'a jamais apaisé Louis de Funès. Elle a amplifié ses peurs, accéléré son rythme, fragilisé son corps. L'homme qui faisait rire des millions de personnes vivait dans une tension permanente, prisonnier de son propre génie. Quand le rire devient un combat, à partir du milieu des années 1970, le rire de Louis de Funès change imperceptiblement de nature. À l'écran, il est toujours explosif, toujours précis, toujours irrésistible. Mais derrière cette mécanique parfaitement huilée, quelque chose se fissure. Le corps ne suit plus. Le cœur, déjà fragile, réclame une attention que l'acteur n'a jamais su lui accorder. L'alerte cardiaque, le corps impose sa loi. Les médecins sont formels. Louis de Funès doit ralentir. Les examens cardiaques révèlent une fragilité inquiétante, conséquence directe de décennies de stress, d'hyperactivité, d'angoisse permanente. Pour un homme qui a toujours vécu dans l'excès, cette injonction est presque insupportable. Il accepte mal l'idée de repos. Se reposer, pour lui, c'est risquer l'oubli. Il garde en mémoire ces 40 années d'anonymat, cette longue traversée du désert qu'il redoute de revivre, même symboliquement. Chaque battement de son cœur devient une source d'angoisse. Chaque douleur thoracique est interprétée comme un possible arrêt définitif. Pourtant, contraint par la réalité, il se retire partiellement. Les tournages se font plus rares, les journées raccourcissent, les scènes physiques sont aménagées. Cette adaptation technique est vécue comme une humiliation intime. La peur panique de ne plus être drôle. À mesure que sa santé décline, une peur obsédante s'installe, celle de ne plus faire rire. Louis de Funès n'a jamais séparé son identité personnelle de son talent comique. Être drôle n'est pas pour lui un métier, mais une condition d'existence. Il redoute le regard du public. Il craint que la moindre baisse d'énergie soit interprétée comme un déclin artistique. Cette angoisse le pousse parfois à forcer, à dépasser ses limites physiques, à ignorer les signaux de son corps. Dans l'intimité, il se montre de plus en plus inquiet, parfois irritable, souvent silencieux. Il observe son visage dans le miroir, scrute ses gestes, redoute le moindre tremblement. Le perfectionniste d'autrefois devient un homme en alerte permanente. Le refuge de la campagne, fuir le monde pour survivre. Pour se protéger, Louis de Funès se retire de plus en plus dans sa maison à la campagne. Là, loin des plateaux et du bruit médiatique, il trouve un apaisement relatif. Il se consacre à une passion méconnue du grand public, la culture des roses. Le jardin devient un espace thérapeutique. Chaque plante demande patience, attention, douceur, tout ce que le monde du cinéma ne lui a jamais offert. Dans ce silence végétal, il retrouve une forme d'équilibre. Mais même dans ce refuge, l'angoisse ne disparaît jamais totalement. Il reste hanté par l'idée de la mort, par la conscience aiguë de la fragilité humaine. Lui qui a tant caricaturé l'autorité et la toute-puissance, découvre l'impuissance la plus totale face à son propre corps. Les derniers films, rire sous contrainte. Lorsqu'il revient devant la caméra, c'est avec prudence, parfois avec appréhension. Les tournages sont strictement encadrés médicalement. Les scènes les plus physiques sont réduites, les cascades supprimées, les prises limitées. À l'écran, le public ne perçoit pas toujours cette fragilité. Le génie est intact. Mais l'homme, lui, sait qu'il joue désormais contre la montre. Chaque film pourrait être le dernier. Cette pensée l'obsède. Elle donne à ses performances une intensité particulière, presque tragique. Derrière les éclats de rire, on devine parfois une fatigue profonde, une tension contenue. Il vit ses retours comme des victoires provisoires, jamais comme des acquis définitifs. L'homme derrière l'icône, solitude et hypersensibilité. Plus la célébrité est grande, plus Louis de Funès se sent isolé. Il se méfie des hommages, redoute les compliments excessifs. Il a peur qu'on célèbre une image figée et non l'homme réel. Dans ses relations privées,
Il se montre plus tendre, plus fragile. Sa famille devient son principal pilier. Il s'attache à des plaisirs simples, un repas calme, une promenade, un moment de silence. Mais la nuit, l'angoisse revient. La peur de mourir dans son sommeil, la crainte de laisser inachevée une œuvre qui lui semble toujours insuffisante. L'enfant humilié d'autrefois n'a jamais totalement disparu. La conscience de la fin, un adieu sans bruit, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, Louis de Funès comprend que sa carrière touche à sa fin, non pas par manque d'idées ou de talent, mais parce que son corps ne peut plus suivre. Il accepte difficilement cette réalité. Il n'y a pas de grands discours, pas de déclaration solennelle, seulement un retrait progressif, presque pudique. Il disparaît lentement de l'espace public, comme s'il refusait de faire de sa fin un spectacle. Cette discrétion contraste violemment avec l'exubérance de ses personnages. Elle révèle l'homme véritable, réservé, inquiet, profondément humain. Le clown face à sa propre mortalité met en lumière la dimension la plus poignante de Louis de Funès. Celle d'un homme qui, après avoir consacré sa vie à faire rire, se retrouve seul face à la peur la plus universelle, celle de la faim. La maladie n'a pas détruit son génie, mais elle l'a forcé à regarder en face ce qu'il a toujours fui. Le silence, l'immobilité, la fragilité. Le rire, autrefois arme et refuge, devient alors un souvenir précieux et une trace laissée au monde. La fin d'une légende, Louis de Funès, l'homme qui a fait rire la France et le monde entier pendant plus de 2 décennies, se trouve face à la réalité implacable de la vieillesse et de la maladie. Après des années à combattre contre lui-même, son corps succombe finalement à l'épuisement. Sa mort en 1983 et l'héritage qu'il laisse derrière lui, encore vivant dans les cœurs de ses fans et dans l'histoire du cinéma. Une légende, mais aussi un homme complexe et fragile qui, malgré ses excès comiques, a marqué à jamais le monde du divertissement. La dernière année, une santé en déclin et une volonté de continuer. L'année 1983 est marquée par une détérioration accélérée de sa santé. Le cœur de Louis de Funès, déjà fragile, montre des signes de faiblesse insupportables. Après plusieurs crises cardiaques et un état de santé de plus en plus préoccupant, l'acteur se voit contraint de limiter encore plus ses apparitions. Mais son travail reste une obsession. Refusant d'être considéré comme un retraité, il continue de répondre aux propositions de films, souvent dans des rôles plus légers et moins physiques. Cependant, chaque apparition devient un défi pour lui. La fatigue est évidente, mais Louis de Funès ne veut pas s'avouer vaincu. Sa dernière apparition à l'écran se fait dans Le gendarme et les gendarmettes, 1982, un film de la saga du gendarme dans lequel il incarne toujours l'inimitable gendarme Cruchot, même si la vieillesse le rend un peu plus taciturne et épuisé. Il tourne le film avec difficulté, mais il ne montre jamais de signe d'abandon sur le plateau. Cependant, chaque scène est plus pénible que la précédente. La retraite inévitable, se retirer de la scène. En 1983, Louis de Funès se retire finalement de la vie publique, après avoir pris la décision de ne plus accepter de rôle. C'est un dernier acte de sagesse face à l'inexorable. La retraite, aussi difficile qu'elle soit pour lui, devient une nécessité absolue. La maison qu'il a achetée dans les montagnes du sud de la France, à Clermont-Ferrand, devient son refuge. Il y trouve la paix et la tranquillité qu'il a tant recherchées, loin des studios et des lumières. C'est dans cet environnement naturel qu'il trouve une forme de soulagement, bien que la douleur physique persiste. Pourtant, l'acteur, en dépit de sa maladie, continue à cultiver son jardin, à s'occuper de ses roses et de ses plantes. Un moyen pour lui de se reconnecter à la nature et de trouver une forme de réconfort personnel. L'ultime rencontre avec la mort, un départ discret. Le 27 janvier 1983, Louis de Funès est victime d'une crise cardiaque fatale. Il s'éteint à l'âge de 68 ans dans sa maison, entouré de ses proches et de sa famille, loin des projecteurs qui ont marqué toute sa vie. La France perd une icône. La nouvelle de sa mort plonge le pays dans la tristesse. Cependant, ce départ, tout en étant tragique, n'est pas une surprise. Après tout, Louis de Funès savait que le temps qui lui restait était compté. Son décès n'est pas suivi de grands discours médiatiques ni de funérailles spectaculaires, comme c'est souvent le cas pour les personnalités publiques. Au contraire, c'est une fin douce, discrète, en adéquation avec l'homme qu'il a été dans sa vie privée, simple, réservé et sans fioritures. Un héritage comique inégalé, la postérité d'un génie. La mort de Louis de Funès n'a pas signifié la fin de son influence. Bien au contraire, son héritage s'est renforcé au fil des années. Le rire qu'il a insufflé dans des générations entières n'a jamais cessé d'être une source de joie et de réconfort. Les films qui traversent le temps, les films de Louis de Funès, principalement ceux qu'il a tournés dans les années 1960 et 1970, restent des classiques du cinéma français. Le gendarme de Saint-Tropez, La Grande Vadrouille, Le Cornio et Les Aventures de Rabbi Jacob sont des œuvres indémodables, visionnées et revues encore aujourd'hui.
Il continue de captiver de nouveaux publics, fascinés par l'énergie, la vivacité et l'incroyable timing comique de l'acteur. Son personnage de gendarme Cruchot est désormais un symbole de l'absurde et de la lutte contre les forces de l'ordre ridicule. Une caricature qui traverse le temps et parle à chaque génération, quel que soit le contexte social ou politique. Son jeu physique, son incroyable capacité à jouer avec les expressions faciales et son talent pour la comédie verbale en font une référence incontournable. Les hommages, une reconnaissance posthume. Après sa mort, de nombreux hommages lui sont rendus. En 1984, une place Louis de Funès est inaugurée dans la ville de Saint-Tropez, en hommage à son personnage de Cruchot, devenu une figure incontournable du cinéma comique français. Les rues, les musées et les festivals dédiés au cinéma continuent de rendre hommage à l'acteur, célébrant son génie comique unique. L'empreinte indélébile dans le cœur des Français. Au-delà des films, Louis de Funès a marqué les esprits par sa capacité à rendre la comédie accessible à tous. Le comique de situation qu'il incarnait a permis à des générations entières de s'évader de la réalité en offrant une pause dans la dureté de la vie quotidienne. L'acteur a été une sorte de catharsis collective, permettant à chacun de rire des petites misères humaines et des excès de l'autorité. Des décennies après sa disparition, ses films continuent d'être diffusés à la télévision, étudiés dans les écoles de cinéma et largement plébiscités par les jeunes générations qui découvrent son œuvre avec un émerveillement intact. Son humour a une dimension intemporelle qui dépasse les modes et les frontières. Un héritage qui ne s'éteindra jamais, Louis de Funès n'était pas seulement un comédien. Il était un phénomène culturel, un miroir de la société qui a su capturer l'essence même de l'humour populaire. Son humour physique, son jeu effervescent et son talent inégalé ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma français. En quittant ce monde en 1983, Louis de Funès n'a pas seulement laissé derrière lui une carrière prolifique, mais aussi un légendaire héritage comique qui traverse le temps, les générations et les frontières. Il est désormais immortel dans le panthéon du cinéma mondial et son nom restera à jamais associé au rire. Ainsi, à travers ses films et son influence continue, Louis de Funès vit toujours, non seulement dans les mémoires, mais aussi dans les rires de ceux qui ont eu la chance de le découvrir. L'homme a disparu, mais le génie comique persiste.